La super éruption a causé un hiver volcanique terrible, qui a ravagé la végétation de la planète entière. Cela pourrait avoir décimé la plupart des populations humaines de l'époque. Mais il y a eu des survivants, et ce sont leurs descendants qui ont ensuite fabriqué le monde que nous connaissons aujourd'hui. Alors, qui étaient ces gens ? Et comment ont-ils pu prospérer pendant les plus sévères répercussions de la plus puissante éruption des 2 derniers millions d'années ? Où donc trouverait-on les rescapés de ce cataclysme planétaire ? Les généticiens peuvent retracer le mouvement des premiers humains en comparant les variations d'ADN dans différentes parties du monde. La région avec la plus grande diversité génétique est sans doute à l'origine des autres populations avec des variations d'ADN plus limitées. Le professeur Todd Dizotel de l'Université de New York compare cela à un jeu de cartes. Si je prends un jeu de cartes complet et que ici je les bats et qu'ensuite je les distribue, il y aura des cœurs, des trèfles, des piques, des carreaux. Ensuite, si je ne prends qu'un petit groupe de cartes, disons qu'elles sont toutes rouges, je peux les battre autant que je veux, je ne distribuerai que des rouges. Donc, la plus grande diversité que nous trouverons se trouve toujours dans la population fondatrice. Dans ce cas, le jeu de cartes complet. L'Afrique de l'Est, avec sa grande diversité génétique, est ainsi très probablement à l'origine de l'humanité moderne. En fait, on trouvera sans doute une plus grande différence d'ADN entre deux voisins d'un même village d'Afrique de l'Est qu'entre un Sud-Asiatique et un Nord-Européen. La diversité que nous constatons autour de la planète semble avoir pour origine l'Afrique de l'Est. Beaucoup d'experts pensent que toute notre population de 6 milliards d'individus proviendrait de seulement quelques milliers de personnes en Afrique de l'Est, il y a environ 60 000 ans. Mais il y a des preuves archéologiques de l'existence probable, des dizaines de milliers d'années plus tôt, d'1 million d'êtres humains répartis sur la planète. Quelque chose semble avoir interrompu le développement de l'humanité à travers quasiment tout le monde habité, dans une sorte de jeu de stratégie préhistorique. La super éruption du Toba, il y a 75 000 ans, a généré un hiver volcanique planétaire dévastateur. Un petit groupe de rescapés est-africains de cette apocalyptique catastrophe naturelle a peut-être permis à l'espèce humaine de survivre. Le professeur Stanley Ambrose de l'Université de l'Illinois pense que la super éruption a effectivement déclenché un goulot d'étranglement génétique. Et sa théorie explique comment un petit groupe de chasseurs-cueilleurs d'Afrique de l'Est ont adapté leur comportement pour supporter les répercussions sévères du volcan Toba. Je pense que le Toba a changé le cours de l'histoire de l'homme en obligeant les gens à devenir des coopérants plutôt que des défenseurs égoïstes de leur petit territoire. Ambrose pense que seuls quelques milliers de nos ancêtres préhistoriques ont survécu à ce goulot d'étranglement en apprenant à travailler ensemble, en élaborant des réseaux d'entraide et des formes de communication plus sophistiquées. Il fonde sa théorie sur des déplacements de matériaux entre communautés du Kenya préhistorique, en particulier d'un type de verre volcanique formé de lave, l'obsidienne, utilisé pour fabriquer des outils. Ce qui rend l'obsidienne si précieuse, c'est qu'elle est tellement tranchante, comme du verre cassé, ce qu'elle est d'ailleurs, qu'on pourrait même se raser avec. Les outils tranchants représentaient alors un bien précieux. Les gens de l'âge de pierre se seraient véritablement démenés pour se procurer de l'obsidienne. Il est possible d'identifier de quel volcan provient l'obsidienne à l'origine. Donc, les archéologues peuvent s'en servir pour retracer des déplacements à travers le paysage préhistorique. Ambrose a découvert que, dans les sites d'avant l'éruption du Toba, les matériaux servant à fabriquer des outils provenaient presque tous d'une source locale. La pierre provenait de l'intérieur du territoire délimité de la communauté de chasseurs-cueilleurs qui vivait là, ce qui suggère peu de communication entre groupes.
L'hiver volcanique, déclenché par la super-éruption, quand les températures en Afrique ont pu chuter de 17 degrés, les eaux de pluie diminuer de 90% et presque toute la végétation mourir, semble avoir changé cela. Dans les fouilles archéologiques postérieures à Toba, comme celle de Ntuka à 95 km de Nairobi, les outils sont presque tous faits d'obsidienne que des colons de l'âge de pierre avaient transportés sur de vastes distances, depuis des territoires habités par d'autres groupes. Voici un morceau d'obsidienne. Elle vient sans doute d'environ 100 km d'ici. Quand je trouve des obsidiennes ici, cela ne signifie pas uniquement un outil de pierre pour moi. Ça symbolise des rapports, la capacité à parcourir un territoire. Les déplacements d'obsidienne suggèrent que les gens voyageaient plus loin à la recherche de maigres ressources durant les temps lugubres après la super-éruption. Mais, ainsi que le montre Ambrose lorsqu'il retrace le trajet de nos ancêtres de l'âge de pierre jusqu'à la carrière d'obsidienne de Crater Lake, c'est un territoire pénible à traverser. Conduire dans le paysage africain est déjà difficile. Le faire à pied, entouré d'animaux sauvages, devait vraiment être un incroyable défi pour ces peuples. Une expérience dans le parc national de Hell's Gate, au Kenya, montre à quel point le trajet de 110 km jusqu'à la source d'obsidienne devait être épouvantable à pied. Daniel Shaha, d'un village Maasai proche, est un guide en pleine forme physique. L'intention est bonne. Il part à l'aube d'un point de repère local, Fisher's Tower, et s'apprête à parcourir à pied autant de kilomètres qu'il le peut à travers ce terrain difficile avant de revenir ici au coucher du soleil. Shaha ne parcourt qu'une partie des 110 km qui séparent le village de l'âge de pierre et la carrière de Crater Lake pendant son épuisante marche de 12 heures. Il a marché 24 km. Les hommes préhistoriques devaient prendre plusieurs jours pour atteindre la source d'obsidienne et traverser en chemin les territoires d'autres groupes de chasseurs-cueilleurs. Ils devaient soit éviter les rencontres avec les gens vivant dans cette zone, soit avoir de bons rapports avec eux. Ils préféraient probablement avoir de bons rapports, parce que je ne crois pas que, quelle que soit la pierre, elle vaille plus que la vie. Ambrose pense que le terrain difficile en Afrique de l'Est a forcé les hommes à coopérer avec leurs voisins. Ce fut probablement le cas pour se procurer de l'obsidienne, nécessaire à la fabrication de bons outils, qu'il fallait chercher dans des endroits tels que la carrière de Crater Lake. Je crois que c'est un endroit génial pour aller chercher de l'obsidienne si on est un homme de l'âge de pierre. Parce qu'on peut facilement choisir les morceaux qu'on aime. C'est comme un supermarché où on prend ce qu'on veut dans les rayons. Ce site se trouve sur le bord d'un ancien volcan. À l'origine, l'obsidienne était du magma qui a surgi quand le volcan était en activité, et puis qui s'est transformé en lave à la surface. Ce verre a sans doute refroidi très vite. Et quand il refroidit vite, cela empêche des cristaux de se former. La qualité de l'obsidienne dépendra aussi de la composition chimique de la lave et de la façon dont la pierre est conservée dans la terre. L'obsidienne de ce site se travaille facilement pour produire des bords tranchants comme une lame que nos ancêtres préhistoriques utilisaient pour chasser et préparer la viande. Ce type de verre volcanique est très adapté pour fabriquer des outils en pierre, parce qu'il a un grain très fin, ou pas de grain du tout, et cela produit des bords extraordinairement tranchants. Sur ce site, il y a encore des traces des travaux d'extraction des chasseurs-cueilleurs de l'âge de pierre. Ce qu'on voit ici, c'est un très grand bloc d'obsidienne, qui semble très tentant. Et on peut voir là qu'ils ont essayé de le déterrer. Et je crois qu'ils ont abandonné. C'était peut-être trop de travail, ou une position trop précaire, ou bien c'était trop grand pour être porté, mais c'est une belle pièce. Les outils sophistiqués qu'on peut fabriquer à partir d'obsidienne de haute qualité
auront aidé les anciens Africains à survivre dans le stérile paysage post-Toba. Mais Ambrose pense que les capacités de communication acquises par les hommes pour la collecte des matériaux de fabrication de leurs outils se sont révélées plus importantes au cours des siècles suivants. Le fait que les gens aient voyagé de telles distances suppose un nouvel ensemble d'aptitudes pour négocier le passage par les territoires d'autres gens. Je crois que cela a été la dernière étape du développement du langage. Il pense que les nouvelles capacités qu'ont développées nos ancêtres dans le rude climat d'après l'éruption du Toba ont changé le cours de l'évolution de l'humanité sur toute la planète. Le Toba a sans doute, en fin de compte, permis aux gens de quitter l'Afrique et de peupler le reste du monde. Cela n'était que le début d'une révolution qui a continué, je pense. Si la théorie de Toba est juste, alors l'ensemble des 6 milliards d'humains vivant aujourd'hui descendent de quelques milliers d'Africains de la zone équatoriale qui ont su acquérir de nouvelles capacités pour survivre aux suites terrifiantes de l'éruption. Alors, y a-t-il des leçons à tirer pour nous au XXIe siècle? Si le supervolcan Toba a créé notre civilisation moderne, pourrait-il aussi la détruire?